Notre quatrième écrivain et traducteur, en l'occurrence, à lire ce soir, Nicolas Richard. Il est français, il vit à Paris, il est traducteur littéraire et écrivain. Il est invité en résidence au Château de Lavigny en tant que lauréat du prix Gilbert Musy, prix octroyé par le Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne à un traducteur émérite, lauréat que nous accueillons depuis maintenant 8 ans pour une résidence, cette fois-ci, de 2 mois. Je suis très heureuse de compter parmi nous Irène Weber-Henking, directrice du Centre de traduction littéraire. Nicolas traduit de l'anglais et de l'anglais américain vers le français depuis 1990. Il a à son actif la traduction de plus de 130 livres. Parmi les auteurs qu'il a traduits, c'est vraiment juste quelques-uns, Thomas Pynchon, Russell Hoban, Miranda July, Allen Ginsberg, Truman Capote, Woody Allen, Patti Smith, Leonard Cohen, etc. Il a également traduit, et ça c'est simplement pour montrer l'étendue de tes talents, en français les dialogues du film Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. Il a reçu le prestigieux prix Maurice Edgar Coindreau en 2013 pour sa traduction du roman Ridley Walker de Russell Hoban, intitulé en français Henning Marcher. Tout récemment, il a traduit les plus de 1000 pages de Pessoa, A Biography de Richard Dennis, finaliste du prix Pulitzer en 2022, dont la version française, la version de Nicolas donc, vient de paraître aux éditions du Seuil. Nicolas est également l'auteur de 4 romans, d'un recueil de nouvelles et d'un essai sur la traduction. Son dernier roman en date, publié il y a quelques mois, en 2025, aux éditions Artaud, s'intitule Gunks, chronique d'un temps insouciant. Et je rajouterai pour terminer qu'il présentera ce jeudi, 25 juin, au Casino de Rolle, une conférence visuelle et musicale autour du thème de la traduction, intitulée Fernando Pessoa, traducteur, poète, farceur. Projet qu'il a conçu en collaboration avec le musicien et DJ Robin Steiner. Voilà. Bonsoir. Alors moi je vais lire un extrait de la traduction sur laquelle j'ai travaillé pendant tout le mois de mai, encore un peu maintenant. C'est donc le nouveau roman de Thomas Pynchon. Ça, si tu veux le montrer, voilà, ça c'est la version anglaise. C'est sorti en octobre dernier et la version française va sortir en octobre, le mois qui vient. Donc j'ai choisi de lire 4 brefs extraits. En 2 mots, le livre en anglais s'appelle Shadow Ticket, ça va s'appeler Mission de l'ombre en français. Un tout petit avertissement pour présenter Pynchon en 2 mots. C'est quelqu'un qui teste les limites du roman, c'est quelqu'un qui tord la langue anglaise et qui me force à tordre la langue française. C'est un auteur facétieux, vertigineux, et ce qu'il fait, à mon sens, est absolument unique. Premier extrait. Je précise avant de commencer à lire qu'au tout début du livre, il y a eu une explosion de bombes sous un camion. Nous sommes au début des années 30 dans le Michigan. Et ces bombes artisanales s'appellent des ananas, pineapple. En plus de sa carrière de serveur de boissons gazeuses et d'une activité parallèle dans l'alcool médicinal, Hoggy Hivnak gère des petites annonces non classées qu'on ne trouvera pas toujours dans le Milwaukee Journal. Hicks, c'est le personnage principal, le détective. Hicks passe devant quelques agents de la Prohib, venus chercher leur pot de vin hebdomadaire, apparemment de grands cartons remplis de cornets de glace, arrive à l'Idéal Pharmacie au moment de l'accalmie, entre l'heure du déjeuner et la sortie de l'école, rez-de-chaussée lumineux, odeur de drugstore agréablement chimique, flacon de sirop multicolore, une enfilade chrome de bec verseur s'estompant le long du comptoir, dans le lointain que reflètent les miroirs, il trouve Hoggy seul derrière un comptoir vide, tâchant de ne pas dériver au pays des rêves. Ayant vieilli pendant la Prohibition, Hoggy a réussi à ne pas se départir de l'effronterie nasillarde du serveur de soda adolescent d'avant-guerre qu'il était à ses débuts. Il y a 30 ans, c'était pas un endroit pour les mômes. Le terme « fontaine à soda » faisait piquer des crises à toutes les mamans de la ville, pire que fumerie d'opium. Ça carburait à la coco d'un bout à l'autre du comptoir. Ça passait la journée à consommer des formules maison à base de cocaïne, jadis un classique à Milwaukee.
jusqu'à ce que les rabat-joie de la Food and Drug abattent le marteau comme un avant-goût de la prohibition. Et maintenant, c'est tout ce commerce familial de la bonne santé. Dépression? Tu m'étonnes. Hicks se coule sur un tabouret et fait semblant de consulter le menu au mur. Pourquoi pas un banana split? Tout sauf l'ananas, auquel je suis d'un coup allergique depuis l'autre jour. Deuxième extrait. Notre détective privé Hicks est à la recherche de Daphné, une riche héritière, et il arrive dans la famille de Bruno Hermont, qui est, je cite, l'Al Capone du fromage. Il a fait fortune grâce à son business dans le fromage. Le papotage poli par ici semble beaucoup porter sur le fromage, en particulier sur le récent symposium Bruno Hermont au sujet de la métaphysique des laitages, se tenant annuellement au département d'études sur le fromage de la branche de l'Université du Wisconsin à Sheboygan, qui pose cette année l'épineuse et sempiternelle question: le fromage, considéré comme entité vivante, possède-t-il aussi une conscience? Le fromage? Oh, assurément, le fromage est vivant, conscient de sa propre existence. À vrai dire, peut-être pas tout à fait de la même manière que nous, mais tout de même de manière plus poussée que je ne sais quelle astucieuse simulation. Nous sommes actuellement à un moment charnière dans l'histoire de la science de la nourriture. Une étrange nouvelle forme de vie qui fut délibérément inventée, comme le docteur Frankenstein ou quelque chose dans le genre. Le fromage, attendez, le fromage a des sentiments, vous dites? Vous voulez dire genre des émotions? Vérité spirituelle fort ancienne dans le Wisconsin, des milliers de personnes sont secrètement de fervents fromagétariens. Mon public anglo-saxon se marre. Hicks jette un œil à un certain nombre d'affiches, 4 couleurs encadrées, vantant les mérites du produit alimentaire naguère tristement célèbre, connu sous le nom de Radio Cheese, la base de la fortune de Bruno Hermont. Le Radio Cheese était conçu pour conserver éternellement sa fraîcheur à l'intérieur ou à l'extérieur d'une glacière, grâce à un ingrédient radioactif, et de fait obsessionnellement breveté. Le radium connaît en effet son heure de gloire, à une époque où la sagesse médicale cherche le plus grand nombre possible de moyens d'introduire de la radiation dans le corps humain. Eau minérale radioactive, brevet d'élixir et d'aphrodisiaque au radium, suppositoire au radium, malgré l'apparition 5 ou 6 ans plus tôt du symptôme d'empoisonnement non loin, à Ottawa, dans l'Illinois, où des centaines de radium girls ont été employées pour peindre les chiffres de cadrans d'horloges phosphorescents, léchant leurs pinceaux régulièrement pour qu'ils restent bien pointus. Des rapports ont commencé à émaner des magasins d'alimentation dans tous les USA, faisant état d'incidents en rayon de Radio Cheese, chauffant de plus en plus jusqu'à finir par exploser, poussant des clients autrefois fidèles à courir dans une panique aveugle jusqu'aux cours d'eau les plus proches pour y jeter tous les pots du produit n'ayant pas encore sauté, où ils sont emportés, flottants et rayonnants par le courant, parfois sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, jusqu'au port côtier avant de déflagrer contre les coques de navires amarrés, tous ceux retrouvés en amont promptement désignés comme étant des mines ennemies et des tireurs d'élite dûment assermentés de recevoir l'ordre de tirer dessus à distance respectable. Les poissons de rivières et des ports restèrent brièvement perplexes face au nouveau déploiement luminescent de potentiels nourriciers, jusqu'à décider tous ensemble, comme le font les poissons, que le Radio Cheese ne les intéressait pas non plus outre mesure. Troisième bref extrait, où l'on parle d'un phénomène qui traverse tout le livre, qui est le phénomène de asport-apport, qui consiste à voir apparaître et disparaître aussi bien des objets que des personnes. Ils arrivent à une porte-tambour, donc les deux personnages, c'est Hicks et Terriquet, dont on dit qu'elle chevauche une moto au pot d'échappement désinhibé. Ils arrivent à une porte à tambour qui donne sur la rue. Terriquet lui fait signe de passer en premier. Tradition hongroise. L'homme passe toujours le premier en cas d'ennui. Hicks s'engage, Terriquet derrière lui, et pourtant, le temps qu'il se retrouve dehors, elle est 100 mètres devant lui. Hein ? Parfois en Hongrie, et ceci est attesté par nombre de touristes et de voyageurs, on peut s'engager dans une porte-tambour
devant un Hongrois natif, lequel néanmoins sortira dans la rue devant vous, comme si vous aviez d'une certaine manière percolé l'un à travers l'autre, occupant en réalité le même espace, pas de souvenirs, pas d'attente, simplement le déplacement coercitif de la porte en mouvement qui vous entraîne. Les molécules, un instant, se mêlent toutes, mijotées ensemble, comme une soupe. C'est pas intime, ça ? L'information se propage et assez vite, parmi le flux des touristes avisés, on enregistre un accroissement notoire de ceux qui veulent que ça leur arrive à eux. C'est la grande mode, un must pour le globe-trotter sophistiqué, comme traverser l'équateur ou embrasser la pierre de l'éloquence. Dernier extrait, où il s'agit d'un atelier de mécanique dans la forêt transylvanienne. Hicks, Slide et Zdenek le golem pénètrent à moto dans un dépôt de pièces détachées au tréfonds de la forêt transylvanienne, autour duquel, ces dernières années, se sont rassemblées quantité de tavernes de bord de route, d'hôtels borgnes, de stations de ravitaillement en carburant, d'auberges, d'ateliers de réparation, plus un stock de toutes les pièces, de tous les modèles et de toutes les marques de motos sur toutes les routes, dont les solutions de rechange locales à des tarifs avantageux, nécessitant le moins de paperasserie possible, parfois pas du tout. Café toujours fraîchement brassé, distributeur automatique de cachets, desquels tombent rutilant divers miracles de la chimie allemande moderne, une laverie, des postes de radio que, venus de la campagne vespérale, l'on vient écouter à l'intérieur, une terrasse sur laquelle sortir pour se compter fleurettes, parfois même quand la météo n'est pas tout à fait de la partie, des palmiers d'intérieur, un petit orchestre de danse qui vient les week-ends, crédit facile, un bar où les motards peuvent déposer du courrier ou en récupérer via un système de casier en bois, barman aux poches remplies de messages pliés, beauté en tenue de mécanicienne crêpe de Chine originale de Paris, flânant ici et là, comme si elle cherchait quelque chose à faire. Un oasis transylvanien, étincelant comme une décoration de sapin de Noël parmi les vagues de forêt ondoyant au vent. À croire ceux qui ne sont jamais venus ici et n'arrivent pas à trouver le moyen d'y parvenir, tout cela un mirage, conséquence d'un folklore de bord de route et d'interminables histoires à dormir debout. Eh bien donc, nous y voici, comprend maintenant Hicks, la véritable Transylvanie, la patrie des vampires, non pas dans un noir et blanc cinématographique, mais aux couleurs de l'automne et aux arômes de la campagne, forêt emplie d'ombre, premier signe de l'hiver à venir. Il pleut et ça souffle. Les loups sortent pour s'adresser à la nuit. Les chamois posent sur les crêtes. Les filles des fermiers, qui se sont départies de l'essentiel de leur gaieté des mois précédents, se préparent à de nouveau négocier cette phase particulière vers l'obscurité, tandis que les flancs des montagnes, au loin, blanchissent chaque jour, diffusant un étrange éclairage, rétro et d'appoint, presque théâtral, qui modifie les visages devenus familiers pendant l'été. Distance qui n'offre d'autre choix que d'être traversée en véhicule motorisé. Virage en épingle à cheveux, fréquenté par des esprits vengeurs, passage maudit par quelques chamans locales, vie des marais dont on n'a pas envie qu'elles grouillent autour de soi à la nuit tombée. Et les chauves-souris, bien sûr, ajoute le golem, qui bizarrement est informé sur le sujet. Des chauves-souris qui font des embardées partout au-dessus du décor, certaines carnivores. Pas les timides taches floues du crépuscule auxquelles nous sommes habitués, non. Celles-ci peuvent venir à absolument n'importe quel moment de la journée. Attends, tu n'es pas en train de parler de vampires? Inévitablement. Aussi banal que des scarabées par ici. Mais ces temps-ci, pour être honnête, elles sont surtout là pour détourner l'attention et permettre à d'autres forces de mener à bien des machinations plus enfouies. Si on les savait capables de respirer, on parlerait de conspiration. Mais celles-ci sont les irrespirantes, qui vaquent à leurs occupations dans un silence même pas interrompu par des pulsions cardiaques. Merci.